Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de l'épisode consacré à l'intelligence artificielle et l'éducation, toujours avec les éclairages de Samuel Goncalves, CEO de London Academy. Je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait, à écouter l'épisode précédent avant de procéder à celui-ci. Bonne écoute. Je vous avais parlé donc du processus de recherche de triche entre guillemets, mais aussi donc de différenciation, d'adaptation du contenu à l'élève, et qui étaient normalement des tâches euh, traditionnellement faites par le professeur. Donc, l'intelligence artificielle vient révolutionner ce que l'élève doit faire, mais elle vient aussi révolutionner ce que le professeur va accomplir. Donc, est-ce qu'à terme, on peut voir une évolution de l'école? Est-ce que maintenant, une intelligence artificielle ne pourra pas remplacer le professeur et être, on va dire, là tous les jours pour l'élève et être adapté à 100% à son besoin et venir complètement chambouler un peu le paradigme de l'école? Dans l'éducation, il y a toujours besoin d'un professeur. L'être humain ne peut pas être remplacé. Par contre, ce professeur peut être aidé avec des outils d'intelligence artificielle. J'utilise un système dans mon école qui donne des devoirs aux enfants avant de venir à l'école ou avant de passer un contenu ou un chapitre. Et grâce aux réponses de ces enfants, grâce au temps qu'ils ont passé aussi à donner ces réponses à plusieurs paramètres, quand le prof commence la classe, il a une répartition des élèves en quatre catégories. Donc déjà, quand on donne cet aperçu objectif aux élèves de cette classe pour le prof, il va faire une approche. S'il a quatre types de questions, ben, il va répartir les questions, il va personnaliser les questions ou l'approche pour chaque catégorie. Donc, c'est ça ce qu'il nous faut pour mieux enseigner. Parce que ce qui est facile à faire, c'est rentrer dans une classe et pendant une heure cracher un cours, donner des exercices et les sortir. Si on doit juste faire ça, ben, je peux l'automatiser facilement, enregistrer le meilleur prof du monde, le mettre sur YouTube, dispenser de ce cours une fois que les enfants rentrent en classe de manière one way. Non, les enfants ne vont même pas poser de questions. Et puis donner une liste d'exercices et partir. Si c'est le cas, on n'a pas besoin de ce prof. Mais si on a besoin d'interaction, de différenciation, de discussion, de faire des projets en groupe, d'encouragement, d'être le coach, là, le rôle du professeur est indispensable pour ces rôles. Alors, j'ai une dernière question par rapport à l'orientation pour le futur de ces élèves, vu que l'intelligence artificielle va complètement chambouler aussi le marché du travail. Comment on les oriente? Comment on anticipe un futur qui est difficilement anticipable et peut-être les orienter vers des pistes qui ne seront pas obsolètes demain? Vous savez, j'étais à l'université de Cambridge il y a quelques années et il y avait un futuriste qui parlait quelles sont les carrières du futur. J'aimerais bien les partager avec vous et avec votre audience. Ce qui va aider les jeunes à choisir des carrières un peu dont on sait qu'il y a une demande extraordinaire et importante et exponentielle en termes d'emploi. Parce il y a des métiers qui vont disparaître. On dit que 44% des métiers qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître entre 2030 et 2040. C'est presque la moitié. Donc, quels sont les métiers, quels sont les secteurs où il y aura toujours un besoin et que nos jeunes Marocains, s'ils se mettent dans ces secteurs, c'est sûr qu'il y aura de l'emploi, qu'il y aura l'opportunité d'innover, l'opportunité de travailler, l'opportunité de gagner sa vie. Le premier secteur, c'est le secteur des nouvelles technologies d'information qui comprend un océan de savoir, que ce soit la cybersécurité, le cloud computing, l'intelligence artificielle, le coding, les réseaux sociaux, la programmation, les ERP, la productivité, la prise de décision, le data science, tout ça rentre dans le monde des nouvelles technologies d'information.
Je ne crois plus qu'on doit les appeler nouvelles technologies d'information, on va dire juste technologies d'information. Le deuxième secteur, c'est le secteur de la santé. Et le secteur de la santé, ça ne veut pas dire être médecin. Un médecin connaît ce métier, mais quand on rentre aujourd'hui chez un médecin, on trouve pas mal de machines, pas mal d'appareils, pas mal d'outils qu'il utilise qui vont l'aider à la prise de décision ou l'aider à faire des diagnostics beaucoup plus efficaces. Et toutes ces machines-là sont faites par des ingénieurs, donc on parle de biomedical engineering. Vous savez que j'ai vu dans cette présentation, ils ont mis le corps humain et ils ont montré tous les organes qui peuvent être remplacés par des organes artificiels. Et il y a pas mal de recherches là-dessus et je crois qu'il y a beaucoup à faire dans le monde de tout ce qui est organes artificiels, que ce soit des os ou des organes vitaux qui deviennent de plus en plus aujourd'hui, on peut les remplacer par des organes artificiels. Donc la santé est un très très grand chantier, il faut se mettre là-dessus, mais de plusieurs angles, c'est pas nécessairement juste d'un angle de médecin qui va juste faire un travail réactif, un diagnostic réactif. Aujourd'hui, on fait même de la, comment dire, forecast, c'est-à-dire on va savoir est-ce que cette personne-là seule peut avoir de l'Alzheimer d'ici 60 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à un âge d'enfance pour repousser ou pour éliminer les chances d'avoir l'Alzheimer? Donc ça, c'est juste un exemple, là, tout ce qui est data science dans le monde de la médecine ou dans le monde de la santé est très, très, très important. On a vu son importance durant la crise du Covid. Le troisième secteur, c'est le secteur les énergies renouvelables. On a une planète qui, malheureusement, a des ressources limitées et l'être humain est en train d'utiliser ces ressources comme s'ils sont illimités et de manière à détruire notre chère planète. Donc, tout ce qui est énergie renouvelable est quelque chose d'actualité et du futur. Et il y a pas mal de choses à faire. On parle de plusieurs manières de créer de l'énergie et de dépenser de l'énergie sans perturber notre planète et d'utiliser ces ressources de manière à la détruire. Le quatrième secteur ou le quatrième phénomène qui est en train de se passer dans le monde et qu'on vit aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, aujourd'hui, qui touche un petit peu sur pas mal de secteurs, si on a des spécialistes qui vont avoir de l'information avant les autres, qui vont pouvoir réduire tous les effets néfastes de ces réchauffements climatiques. Je crois en les années 70, quand on parlait du trou qui a été causé par tout le CO2 qui a été créé par tout ce qui est sprays, etc., et tout l'effort de quelques scientifiques qui ont pu détecter et qui ont changé le monde par rapport à ça, et tout ce qui est pollution. Donc, je crois qu'il y a une opportunité d'être conscient et d'être dans ce secteur qui peut éviter quand nos enfants et nos grands-enfants vont hériter une planète qui ne peut plus répondre à nos besoins comme elle a répondu à nos besoins quand on était jeunes et pour nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Merci beaucoup, Monsieur Benkhlouf, pour tous vos éclairages. Merci pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.